Le sujet proposé cette année en terminale L est un sujet qui se réfère d'abord à une partie du programme, à un chapitre particulier. Il s'agit de la partie du programme qui porte sur la raison et le réel, et le chapitre sur théorie et expérience. Néanmoins, il ne faut pas du tout voir ça de façon trop exclusive. On peut mobiliser beaucoup de connaissances, beaucoup de chapitres. On peut par exemple se poser la question sur un plan psychologique, sur un plan relationnel. On n'est pas obligé de se cantonner à une approche épistémologique, c'est-à-dire tournée vraiment vers la théorie de la connaissance scientifique et orientée vers l'histoire des sciences. Donc c'est un sujet qui est suffisamment vaste pour permettre aux copies de se différencier les unes des autres. Il y a néanmoins un noyau qu'on peut faire ressortir par l'analyse de la question. Deux concepts importants, la connaissance et l'observation. Suffit-il d'observer pour connaître? On a une formulation qui est assez classique, qui permet d'analyser la question en la retournant. Évidemment, ça veut dire qu'on en appelle à ce qu'il faudrait en plus. Que faut-il en plus que l'observation pour connaître? Il y a en quelque sorte un sous-entendu, c'est que l'observation est une base bien connue de la connaissance, mais qui ne se suffit pas à elle-même. On voit quand même qu'il serait assez difficile de soutenir que seule l'observation, de façon totalement exclusive, fonderait la connaissance. En réalité, on interroge l'élément égal X qui fait défaut à l'observation pour qu'on puisse aboutir à une connaissance. Cela fait partie intégralement du sujet, c'est ça la question. Sauf bien entendu que cet élément égal X, il s'agit de le mettre en relation avec l'observation. Et le véritable sujet, c'est de concevoir, avec tous les problèmes que cela pose, cette relation. Quand je dis élément égal X, qu'est-ce qui doit venir à l'esprit? Alors évidemment, si on s'appuie sur le modèle, disons, de la méthode expérimentale, c'est quelque chose comme la raison. C'est éventuellement, pour élargir un petit peu, quelque chose comme l'intuition, l'intuition n'étant à ce moment-là pas comprise comme une intuition empirique. Par conséquent, on voit du point de vue du programme, du point de vue de l'histoire de la philosophie, que c'est un sujet qui renvoie notamment, pas exclusivement, mais notamment à la problématique empirisme versus rationalisme à l'époque moderne classique au XVIIe et au XVIIIe siècle. On imagine difficilement qu'on ne fasse pas allusion au développement de l'empirisme à cette époque, à la révolution scientifique moderne, et puis à la mise en place progressive de la méthode expérimentale. C'est relativement central, donc c'est quelque chose qui va organiser notre développement, qui permet en tout cas de déboucher sur un plan. D'un point de vue chronologique, c'est très ouvert et on peut tout à fait faire allusion à des auteurs de l'Antiquité ou à des théories plus récentes. Alors, même si on a dit qu'il était difficile de répondre à la question que seule l'observation fonde la connaissance, néanmoins, il est assez naturel que ce soit la réponse possible qui soit envisagée en premier. En tout cas, que la première partie soit la partie vraiment qui part de l'observation, je dirais, qui donne tout son statut à l'observation dans le développement de la connaissance. Donc la façon de construire le plan est tout à fait classique, thèse, antithèse. La deuxième partie est en fait une critique de l'observation sous différents angles pour aboutir ensuite à l'idée que si, au fond, en aucun cas, véritablement, la connaissance ne saurait reposer que sur l'observation, néanmoins,
la connaissance ne saurait se détacher totalement de l'observation, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la notion de vérification, la notion épistémologique de vérification. Évidemment, il y a une forme très savante de la chose, mais finalement c'est une idée extrêmement simple, c'est l'idée que les théories doivent être vérifiées. Ça a un sens même, je dirais, étroitement psychologique. Freud parlait par exemple de principe de réalité. Si on renonce à tout lien avec la réalité observable, eh bien, d'une certaine façon, on est dans la folie. Hein. Donc, toutes les constructions intellectuelles qui peuvent être considérées comme des connaissances doivent toujours être rattachées à l'observation. Ça, c'est tout à fait fondamental. Alors, si on rentre maintenant dans le développement, évidemment, on peut parler, le candidat parlera du rôle de l'observation dans les sciences de la nature, par exemple. Une référence qui s'imposerait, ce serait sans doute Francis Bacon, le Descartes anglais, qui est un peu le père de l'empirisme anglais, mais qui participe à ce mouvement de la révolution scientifique moderne, où on dit finalement, arrêtons de regarder, de chercher la vérité dans les livres, mais ouvrons le grand livre de la nature. C'est la grande formule baconienne. Donc il y a une forme de réhabilitation de l'observation au XVIIe siècle, avec une conception au fond qu'on appelle inductiviste, hein, c'est-à-dire si on constate un phénomène, un nombre récurrent de fois, un nombre n de fois, eh bien progressivement en fait ça devient une loi, c'est-à-dire qu'on se juge fondé à généraliser à partir de là. Le grand problème de l'induction en même temps, et évidemment il serait bienvenu d'en parler, étant qu'une induction peut être fausse. Hein, c'est l'histoire que raconte Bertrand Russell dans le problème de la philosophie, des oies qui voient à heure fixe le fermier leur apporter la nourriture et qui induisent qu'à chaque fois qu'elles voient le fermier c'est ça, sauf qu'un jour le fermier vient pour au contraire transformer les oies en nourriture. C'est une façon plaisante de raconter le problème de l'induction qui avait déjà été posé par Hume et qui permet de comprendre qu'en réalité, la réalité empirique observée ne permet jamais à elle seule de dégager une connaissance générale et universelle. Il y a toujours un saut, il y a toujours un hiatus, ce qui peut servir de transition évidemment pour la deuxième partie. On pourrait néanmoins, par exemple, mobiliser aussi des auteurs de l'Antiquité. Je pense par exemple à Lucrèce, qui justifie au contraire l'idée que la sensation en tant que telle n'est jamais fausse, avec l'exemple de la tour carrée, c'est-à-dire de section carrée, qui de loin paraît ronde. Mais en réalité, nous dit Lucrèce, c'est nous, c'est notre pensée qui interprète ce que nous voyons et qui pose une erreur. La sensation en tant que telle ne nous trompe jamais. Sauf que si la tour carrée que je vois ronde, si ça vient de la pensée, de l'interprétation, à ce moment-là, d'une certaine façon, la vérité aussi. Lorsque je ne me trompe pas, c'est aussi que j'ai introduit de la pensée, c'est aussi que j'ai introduit de la théorie dans ce que j'observe. Et ça, c'est l'idée centrale de la deuxième partie. Au fond, l'observation qui n'est pas interprétée, qui ne donne pas lieu à théorie, ne vaut rien d'une certaine façon. En tout cas, elle n'est pas encore connaissance. Elle reste à un seuil liminaire de la connaissance. C'est ce qu'Aristote disait à sa façon en disant qu'il n'y a de connaissance que par la cause. Tant que je constate les faits et que je ne comprends pas la cause des faits, on ne peut pas à proprement parler de connaissance. La connaissance suppose déjà un saut dans le théorique qui, en fait, commence dès l'instant où l'on mobilise le langage. Lorsque j'identifie un phénomène par un mot, si je dis ceci et ça,
Si, comme dans l'exemple de Sextus Empiricus, par exemple, dans les esquisses pyrrhoniennes, je dis ceci est du miel, en réalité, je fais déjà une théorie. Si je dis le miel est doux, en réalité, je m'avance déjà bien au-delà de ce que strictement j'observe. Et il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à la connaissance. Ça pose quand même un problème parce que précisément, on a fait un saut. Donc, au-delà de la critique de l'observation, du constat de l'insuffisance de l'observation qui développerait automatiquement, qui passerait par le développement une critique de l'empirisme, telle que Descartes a pu la formuler, par exemple, au XVIIe siècle, eh bien, il y a la question de la vérification des théories, la vérification des connaissances, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rompre le cordon ombilical avec l'observation, et au fond, une connaissance n'est à proprement parler, une connaissance n'est admissible que comme connaissance si l'on conçoit un moyen de la vérité, s'il y a une certaine rencontre avec l'observation empirique. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup théorisé par la philosophie des sciences, l'épistémologie. On peut, par exemple, ça paraît être un passage incontournable, mobiliser la méthode hypothético-déductive, théorisée par Claude Bernard, par Poincaré, pour rendre compte, avec un degré d'élaboration variable, mais pour rendre compte à la fois de la nécessité, mais aussi de la difficulté qu'il y a à vérifier les connaissances. Pour conclure, enfin, il est important de rappeler, bien sûr, quelques grandes étapes dans la conclusion, mais l'essentiel sera de dire que, d'un côté, l'observation ne peut en aucun cas suffire pour connaître. Mais de l'autre côté, il est absolument fondamental que le candidat explique qu'on ne peut pas non plus se passer de l'observation et que le critère ultime de la connaissance, c'est sa capacité à rendre compte de ce qu'on observe, à rendre compte de ce qu'on perçoit. Sauver les phénomènes était un slogan des anciens qui a été repris par Pierre Duhem, et c'est quelque chose ici qui est totalement nécessaire.